pleine semaine sainte. Et le 1er avril, les symboles comptent. Jeudi saint, un régime satanique s'élève et décide de sacrifier l'avenir et le pays. On avait pris au poisson d'avril. Mais non, c'était une réalité. Le 2 avril, c'est-à-dire le jeudi saint, c'est là où on convoque donc cette cérémonie funeste pour enterrer ou pour proclamer la mort du Cameroun. Cela va se suivre le vendredi saint, jour de la crucifixion. Les symboles chez Paul Biya sont très importants parce que c'est quelqu'un qui a signé être l'antéchrist. N'oubliez jamais que Paul Biya était au séminaire. Les débats vont se poursuivre le samedi saint. Et tout finit le dimanche, jour de Pâques. Entre-temps, les symboles sont là. Les sacrifices, le sang qui coule, comme Jésus qui est mort sur la croix. La période où le diable vous donne du pouvoir aussi. Comment peut-on expliquer que le congrès des deux parlements soit réuni de façon aussi précipitée pour le changement de la Constitution? Y avait-il le feu dans la maison? Au commencement, on a vu un président qui venait juste de prolonger les mandats des députés. Or, les députés sont les élus du peuple. Mais les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale sont les députés nommés par Paul Biya. Et Paul Biya leur dit, puisque j'ai donc prorogé vos mandats, vous partez proroger mes mandats. Il a mis ses pions, ceux-là qui n'avaient qu'un seul but: faire passer la pilule amère contre le peuple camerounais. Voilà donc un conglomérat de députés convoqués alors qu'ils n'ont pas le mandat du peuple, pour violer une constitution soi-disant pour la remanier, pour la remasteriser. Comment peut-on aller modifier une constitution qui est pourtant l'objet, le programme, le lien social avec le peuple? Et on a
n'a pas été choisi par le peuple. On est plutôt nommé par un homme, qui est Paul Biya, lui-même mal élu, qui venait de voler une élection. On croyait encore que c'était la prorogation juste des mandats des conseillers municipaux. D'ailleurs, Momo nous a balancé sur une fausse piste, sachant ce qui allait se passer. Le Cameroun est en danger. Paul Biya vient de montrer que ce pays est sa propriété privée. Depuis que Paul Biya est arrivé, il n'a fait que violer la Constitution. Contrairement à son prédécesseur. Quand Ayedjo est président de la République, qu'est-ce qu'il fait pour la nouvelle constitution qu'on passe à la République unie du Cameroun? Il va demander l'avis du peuple. Il va demander l'avis du peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Il va donc organiser un référendum. Le référendum du 2 juin 1972. C'est par là où on part de la République fédérale du Cameroun pour la République unie du Cameroun. Même si c'est un référendum qui avait quelque chose d'un peu trompeur contre les anglophones, mais on reconnaîtrait tout au moins que Amadou Ayedjo avait sollicité l'avis du peuple. Et dans tous les pays au monde, on sollicite pour un référendum, on discute, on convoque les débats. Pas que un jour férié, pas qu'un 1er avril, on se lève. Et on dit qu'on va travailler le jour de la semaine 5, en plein week-end de la semaine 5, et en plein jour de Pâques, le jour férié, on va vous dire que, oh, voilà ça qui est sorti. Dans un parlement qui est unicolore. Voilà donc l'homme, Paul Biya, qui se disait démocrate. Voilà donc l'homme qui, après 43 ans au pouvoir, à 93 ans, décide de confisquer le Cameroun, décide que le Cameroun qu'on lui a offert cadeau devienne une propriété privée où il peut nommer qui il veut, quand il veut. Et ceci ne date pas seulement d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que Paul Biya, quand il est arrivé, nous sommes à peine en 82. Qu'a-t-il attendu? Eh bien, en 83, il avait déjà commencé par des changements de constitution, 84 et tout ça. 96, Paul Biya a changé la constitution. Et comme toujours, c'est par le passage en force. Il n'a pas besoin du peuple. Il vous écrit les choses avec son RDPC et vous dit que vous prenez ou on vous pétine, comme on avait fait avec ceci et cela, avec le SDF. Épreuve de force. Et d'ailleurs, en 2008, le même Paul Biya qui venait de changer la constitution de 1996 refait le même coup. Il dit, cette fois-ci,
vous allez voir ce que vous allez voir. On va changer la constitution. Lui qui disait que, oh, maintenant c'est 2 mandats de 7 ans fois 2, et après tu vas te reposer. Il est encore venu. C'est ce que la période de Manga avait chanté. Constipation constipée. Combien de Camerounais ont été tués? Combien de Camerounais portés disparus? Combien ont été emprisonnés? Comment quelqu'un qui dit qu'il sert son peuple sort toujours des armes contre ce peuple pour faire passer soi-disant des constitutions? La constitution doit être contre le peuple. Et le pire, voilà quelqu'un qui, au lieu d'organiser des élections législatives, nomme donc des gens qui doivent le nommer et qui lui disent maintenant qu'il va créer le poste de vice-président. Ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on avait déjà créé, décrié, par rapport au gré à gré. Paul Biya n'a jamais voulu, ne serait-ce que laisser une once de démocratie, une petite liberté au peuple. Il a toutes les clés. Et il doit mourir avec le Cameroun. Il doit enterrer le Cameroun. Il doit créer, il doit même désigner et régner, même étant dans la tombe. Continuer à régner. Le projet de loi que nous allons donc lire dans quelques instants est d'autant plus scandaleux que il revient donc pour la création du poste de vice-président. Tiens, tiens. Retour en arrière. Certains disent que c'est un génie politique. Il a créé ceci, il a créé cela. Mais quel mensonge! Le poste de vice-président existait en 60 ans. Celui qui était vice-président, c'était les anglophones. C'était John Kufuor. Il est resté vice-président de 1961 à 1970. Et puis de 70 jusqu'au référendum, c'est Salomon Tanding Mouna, un autre anglophone, qui était vice-président. Le père d'Akeli Mouna. Mais quand on fait le référendum, qu'on a demandé au peuple camerounais, c'est là où Haïti enlève le poste de vice-président. Et en même temps, on verra que Haïti a créé le poste de Premier ministre. Ce poste de Premier ministre devient celui de Biya. Parce que Biya, qui était déjà secrétaire général dès 68, va profiter de l'aménagement de Naïd qui, voyant qu'il avait déjà fait 14 ans, avait déjà pensé à laisser un successeur. Il va modifier donc la constitution pour que le Premier ministre devienne son successeur. Sauf qu'il ne choisit pas dans sa tribu, dans son ethnie, ni dans sa religion. Il va donc choisir le Boulou, Paul Biya, qui devient président
1982, et plus exactement après la démission d'Amadou Ahidjo le 4 novembre. Paul Biya prête seulement le 6 novembre. Où il dit qu'il va respecter la Constitution. Et rappelez-vous que juste après cela, il a violé la Constitution. N'oubliez pas que pour l'élection de 2025, Paul Biya a juré sur la Bible en plein Parlement, en direct, qu'il va respecter la Constitution. Nous ne sommes même pas à un an que Paul Biya ne respecte plus la Constitution. Pourquoi est-ce qu'elle avait prêté serment sur la Bible et sur la Constitution? Pourquoi elle avait juré qu'il va respecter la Constitution? Et quelques temps après, il ne respecte plus la Constitution. On dit non, c'est vraiment, il est formidable, il est ceci, il revient avec le poste de vice-président. Et ce vice-président, ce n'est pas le peuple qui le nomme. Comme ça se fait par exemple aux États-Unis. C'est un ticket gagnant où on sait que le vice-président a été élu. Donc quelqu'un, Paul Biya, peut sortir, même un fou, il peut sortir même un Gabonais, il peut sortir même son arrière-petit-fils. Et nous brandir que vous ne l'avez pas choisi. Il est vice-président. Et si jamais je ne suis pas là, c'est lui qui continue le travail. Lui n'a jamais été élu par le peuple. Et ça, Paul Biya appelle ça, avec les gens du FDPC, que c'est la démocratie. Et le pire, c'est que ça sert donc à quoi? Puisque déjà la démocratie est finie au Cameroun. Oui. Il faut savoir qu'à une certaine période, le Cameroun avait déjà le multipartisme. Mais en 1974, le multipartisme a été interdit. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le Parlement, avec quelques députés de l'Assemblée qui sont, dit-on, de l'opposition, qui ne pèsent rien. Nous sommes de retour dans le parti unique. Mais pire, parce qu'aujourd'hui, c'est Paul Biya qui nomme les députés. C'est Paul Biya qui nomme le vice-président. C'est Paul Biya qui nomme le premier ministre. Du jamais vu. On a vu ça où? Mais c'était moi les pays où vous avez vu comme ça. C'est-à-dire, on nous dit qu'on doit faire les économies. Tous les autres pays réduisent le gouvernement. Paul Biya dit aujourd'hui que non seulement il est président, il nomme encore le vice-président. Entre-temps, il y a le premier ministre, et il y a le secrétaire général, parce qu'on n'a rien à enlever de tout ça. Hein. Donc ça devient déjà 4. Mais vous êtes maintenant sur 4 divisions, 4 clans. Le ministre d'un côté. On ne connaît pas, on dit que c'est lui qui va déterminer, hein, et tout. Il sert à quoi? Le premier ministre va servir à quoi? Après, on dit que c'est le vice-président. Il y a aussi, il bénéficie de la délégation du pouvoir. Mais, et le secrétaire général, là, lui, il va servir à quoi en ce temps? Et pendant ce temps, on vous dit que il peut aussi avoir où c'est le président du Sénat qui pourtant, constitutionnellement, on peut moins dire que le président du Sénat ou bien peut-être de l'Assemblée nationale, ils sont des élus. Ils peuvent remplacer un élu. Paul Biya nous ramène à l'âge de la pierre taillée. Que lui, il peut nommer. Hein? C'est lui qui va nous diriger. Pendant aussi 50 ans, 60 ans, c'est Paul Biya qui va le nommer Seigneur. Seigneur. Maître Corina Tangana. Après avoir entendu, appris qu'on convoquait justement
ce congrès a réagi. Le Cameroun vient de tomber dans une nuit où les longs couteaux vont sortir. Rien ne pourra nous éviter le chaos en voulant tout contrôler jusqu'au bord de sa tombe. Paul Biya vient de réaliser ce qu'il voulait du Cameroun, de détruire à l'infini, puisque ce poste de vice-président qu'il vient de réinventer, tout comme lui-même, quand il est venu, il a d'abord supprimé le poste de Premier ministre. Puis il est revenu avec le poste de Premier ministre. Puis il revient maintenant avec le poste de vice-président. On tourne en rond, le pays n'évolue pas. Et parce qu'il calcule juste qu'il voudrait nous mettre dans la sauce. Tant que nous dormons, tant que nous dansons le mbolé, le pays est bolé. Tant que nous ne nous réveillons pas, ce qui vient de se passer là, ça va nous mettre en esclavage avec le clan Biya pendant encore un siècle. Oui, ils sont en train de ligoter nos vies. Ils sont en train de nous maintenir en exil en vie. Ils sont en train de détruire et de vendre, de se partager le pays. Oui, voilà ce qu'ils ont choisi. Et d'ailleurs, regardez les acteurs. Tous appartiennent à leur clan. À leur clan. Du président de l'Assemblée au président du Sénat, en passant par celui qui va défendre peut-être ce projet-là. Tous, ils n'ont qu'une seule ambition. Confisquer le Cameroun. Pleurons, pleurons, comme Maître Colline Tangana. Frères et sœurs, ce décret est extrêmement grave. Le président de l'Assemblée nationale, Théodore Tadro, qui est donc le beau-frère des Biyas, où Maman Rosette a exercé comme maire, a mayor in somebody else, où Maman Rosette a été la maire de son village, a exercé comme maire dans son village pendant de nombreuses années. Le beau-frère, donc, qui est nommé à l'Assemblée nationale des Biyas, a signé ceci au nom du président de la République. Alors, moi, je vais vous dire là où ça ne va pas, parce que moi, je préfère vous concasser ceci sur le plan juridique. Bon, ils ont énoncé, le document s'appuie sur des bases légales, la Constitution du Cameroun, la loi blablabla, la loi ci, ça, comme ils font d'habitude, et le procès verbal d'élection du 17 mars 2026. Tout ça, ça donne une apparence, on appelle ça une apparence de régularité juridique. Il n'en est rien. La convocation, celle-ci, qui est en fait faite à la demande du président de la République, montre qu'il y a un problème grave au niveau de l'exécutif et du parlementaire. Pourquoi? Parce que l'article indique qu'ils sont convoqués le 2 avril au Palais des Congrès à Yaoundé. Où est-ce que vous avez vu qu'on convoque pour des décisions aussi importantes que de retoucher la Constitution un jour avant? Le 1er avril, nous avons su ça à 17h, ils veulent aller vite. Il y a le faux lac. Demain, tout le monde au Palais des Congrès de Yaoundé. Il y a quoi? Il y a quoi? Première irrégularité, ce n'est pas normal, sauf s'il y a feu au lac, qu'ils aillent aussi vite. La deuxième chose, cette modification constitutionnelle, ici, le sujet devient sensé. Pourquoi? Parce que ce document parle d'une révision constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont l'intention de changer les règles du pouvoir. Vous avez compris? Ils veulent changer les règles du pouvoir. Ils vont donc potentiellement assurer la succession présidentielle, la fameuse succession dynastique que nous ne voulons plus voir. Nous, les membres de l'opposition, ils vont probablement statuer sur la durée des mandats et sur la structure institutionnelle. Frères et sœurs, c'est très grave. C'est pour ça que la concentration du pouvoir est très dangereuse. J'ai bien dit très dangereuse.
L'initiative, c'est le président de la République, et en fait, l'exécution, c'est le Parlement. Normalement, vous avez vu, non, comme c'est les Blancs, comme ils aiment tricher. Quand vous avez déjà entendu que le Parlement siège ici, vous ne voyez pas que les gens se lèvent et on dit on a voté. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a. Est-ce qu'ils sont libres, les gens qui vont se retrouver là-bas? Ils vont même voter, quoi. C'était même mieux que bien, donc le gars là, une fois, parce que je ne sais pas quelle singerie, ils vont aller faire le 2 pour aller nous imposer un vice-président. C'est terrible. Ce décret, quand je l'ai lu, je me suis dit encore des anomalies complètement suspectes. C'est fait à Yaoundé le 1er avril, on vous convoque le 2 pour quelque chose d'aussi important pour les Camerounais. Ils sont en train de préparer la transition politique. Ils sont en train de consolider le régime et ils sont en train de nous imposer un nouveau pouvoir. Et nous n'aurons même pas un mot à dire. Le délai est extrêmement court, ça prouve qu'il y a un manque de transparence comme d'habitude et qu'on va nous imposer quelqu'un. Et c'est ça même qui définit une dictature, mes frères et sœurs. C'est ça même qui définit une dictature. Il n'y aura aucun débat parlementaire. Il y aura que Biya va s'imposer et va vouloir imposer son fils. Et surtout qu'il y a le faux lac, ça devient très urgent. Processus rapide, convocation quasi immédiate, aucune consultation du public mentionné. J'ai bien dit aucune. La procédure est précipitée, la procédure est donc verrouillée. Et ils font ça vite. Écoutez, on est le premier. Je me suis dit que je ne pars pas du bureau sans commenter ceci. Frères et sœurs, moi je me promène avec plusieurs t-shirts d'Alliance Indomptable, bien lavés, bien repassés, posés. Parce que moi j'attends et je suis prête. Et j'espère que vous faites comme moi. Préparez notre emblème national. Nous les lions et les lions, on va sortir pour dire non. Soyez prêts, soyez prêts. Le Lilibac est une opposition qui veille. C'est une opposition qui dit la vérité, avec clarté. À la plupart, vous avez vu tout ce que nous avons fait. Nous avons toujours dit la vérité. Nous avons dit, le leader de notre mouvement, le professeur Franklin Nyamsi, vous a informé plusieurs mois que c'est exactement ce qui allait se passer. Et nous sommes face à l'évidence. Le Lilibac clame haut et fort que nous avons la possibilité d'analyser la politique et de lire entre les lignes. Écoutez-nous. Demain, vous aurez un vice-président. Je m'impatiente de voir comment le beau-frère va dire vice-président Franck Biya. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les nominations militaires? J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que moi, juridiquement, ça, c'est invalide. Invalide. Parce que ça n'aurait jamais dû. Ça a l'apparence de quelque chose de normal, mais c'est extrêmement inquiétant. Et le délai est beaucoup trop court. Ils ont même osé écrire ici, publier en français, en anglais, communiquer partout. Partout où besoin sera. Elle est pas mal celle-là. Une fois de plus, on méprise nos frères anglophones. Qu'est-ce qu'on fait des gars qui ne parlent pas la langue française? Si on publie ça le 1er, le 2, à quel moment ils auront même le temps de lire pour savoir qu'ils font partie de cet État? Quand est-ce qu'ils vont le publier en anglais? Et après, quand ils vont se fâcher, on va dire qu'ils ont tort. Le mépris des Biyaz n'a pas de nom. Et c'est ça nous emmène là où on est maintenant. On ne fait pas une modification aussi importante que modifier la constitution d'un État avec un délai aussi court sans transparence aucune. J'ai bien dit sans transparence aucune. Vous avez bien vu les nominations. Quand je me suis levée ce matin, j'ai vu sur Twitter, celui qui tweet pour Biya là, quand je vais vraiment, le jour où on va se croiser, le Twitter de Biya, on a des choses à se dire. Le Twitter de Biya a balancé le décret de nomination. Ça, c'est pareil. Il y a encore urgence. Les Biyaz ont décidé de renforcer l'appareil sécuritaire avant d'imposer le vice-président aux Camerounais. Toutes les nominations que vous avez eues, la colonel, lieutenant, machin, tout ça, c'est pour renforcer. Je suis allée lire les noms de tous ces gens parce que c'est très important de garder ces noms en mémoire. Parce que ce ne sont pas des colonels et des lieutenants qui sont triés à la légère. Ce sont ceux qui font allégeance au système Biya. Ce sont des forces et des défenses de sécurité, des gens qui ont une loyauté sans nom. D'ailleurs, j'ai une question à leur poser. Je suis sûr qu'ils sont tous membres du RDPC. Tous membres du RDPC. Nous sommes là pour dénoncer. Tous ces noms des personnes qui ont été nommées sont justement venus là pour s'assurer que le vice-président passera demain. Et c'est avec application immédiate cette fois-ci pour les lieutenants et les colonels. Je vous rappelle que le président Biya a renforcé. Le 13 mars, il avait déjà fait un décret. Vous pouvez aller regarder parce que je suis les informations qui concernent mon pays. Le 13 mars 2026, le président Pierre Biya avait déjà signé un décret numéro 2026-093 où il avait nommé beaucoup d'officiers des forces de défense. Mais ce décret était applicable à compter du
1er juillet 2026. Mais celui-là, d'aujourd'hui, là, on a décidé que les colonels et les lieutenants, effet immédiat. Ça veut dire que c'est chaud, c'est grave. Ça veut dire que demain, ils vont nous imposer quelqu'un et que tous ces lieutenants ont été nommés à la dernière minute pour s'assurer que les ordres sont tenus, les ordres qui viennent des BIAS. Je vais conclure en vous disant, frères et sœurs, que ce décret, rajouté à la nomination des colonels, des lieutenants et autres, n'est ni plus ni moins qu'une panique du système qui va nous conduire à un chaos que le président Biya aura laissé, qui est quasiment inévitable. Ça veut simplement dire qu'il y a déjà des tensions internes, qu'il y a, en général, quand on met ce genre de décret urgent, c'est parce qu'il y a une anticipation électorale, donc il faut renforcer les rangs, et il y a une crainte de déstabilisation. Vous avez compris? À cause de cette centralisation du pouvoir que les Camerounais n'acceptent plus. Toutes ces nominations-là, je ne veux pas vous mentir, des colonels et autres, ils se sont arrangés pour que les postes les plus importants, stratégie, coordination, j'ai regardé les noms des gars qui ont été mis à des postes clés, ont une seule chose, la remontée des informations en un centre de décision unique. Vous avez compris ce que je vous dis? Ils sont tous nommés par les BIAS, pour reporter à un centre de décision unique. Et comme d'habitude, ils se sont moqués de nous. Mais les noms qu'on retrouve et les patronymes aux postes les plus importants sont une fois de plus associés à la classe dominante. Il y a un Atangana, il y a un Mefan, il y a un Eba, il y a un Lokaïtondi. Voilà les gens du centre et du sud qui sont en réalité nommés aux postes clés dans ce gouvernement. Ensuite, on retrouve les alliés historiques du nord et de l'extrême nord. Il y a un Gadieba Bouba et un Abdou Djarou. Ceux-là, j'ai envie de leur dire, frères et sœurs, vous n'avez pas honte. Même l'eau potable au nord, il n'y a pas. Boko Haram est une menace qui plane au-dessus de vos têtes. On tue, on massacre vos personnes, les gens fuient de certains villages. Et vous venez aider les Biya à nous imposer un franc Biya pour que ça ne s'arrête jamais. Eh, frère de Dieu, frère, aidez-nous. Et puis après, Biya fait comme d'habitude un petit équilibrage stratégique, ethno-raciste, ethno-tribal, comme je dis. Il a mis des profils mixtes de l'ouest du littoral. Il y a un Diofak, il y a un Sokante, il y a un Mwang et un Son. Mon gars, c'est lui, alors il a carrément 2 rôles, parce que comme ils sont en perte, il a des missions hybrides, il est partout. Bref, frères et sœurs, j'ai regardé ça. Tous ces gens sont là pour une seule chose, une logique de loyauté, pas une logique de compétence seule. Ils sont venus prêter main forte à la dictature des Bias pour nous maltraiter demain. Donc on attend demain, ils ont rendez-vous ici le 2 avril au Palais des Congrès à 11h. Nous saurons qui est le vice-président ou le futur président, en d'autres mots, du Cameroun, qui sera placé par le Namido de Rebouba, le beau-frère, les meilleurs amis des Bias, au vu au sud des Camerounais, qui, ils essaient d'aller vite, n'auront jamais été consultés. Nous disons non. Rejoignez le Lilipac. Le scénario du gré à gré tant redouté, que nous avons tant clamé, est donc arrivé. Que devons-nous attendre de plus de ce régime? C'est que il a décidé de passer à la vitesse supérieure, d'autant plus que Biya, aujourd'hui, lui-même, à son âge, et avec une femme qui tient le pouvoir avec une main de fer, avec un gongon à côté, eh bien, il n'y a que des garde-fous qui dictent ce qu'il doit écrire, ce qu'ils doivent écrire. Puisque ce n'est certainement pas Paul Biya qui a écrit tout ceci. Et quand on voit d'ailleurs le discours de Théodoro Dato, ah oui, je dis bien Théodoro parce que c'est à peu près comme Théodoro Nguema, vous voyez qu'il a bien été choisi dans la belle famille. Il n'est pas là pour rien. C'est la belle famille de Chantal Biya. Oui, c'est celui-là qui portait le sac de la maman de Chantal Biya. C'est lui qui devrait faire passer la loi. Vous voyez que c'est lui qui signe les communiqués.
C'est-à-dire que tout est cadenassé. Tout est cadenassé. Les autres chefs d'État ont travaillé pour la souveraineté alimentaire. Ils ont travaillé pour offrir des emplois. Ils ont travaillé pour offrir des routes, des autoroutes, de l'énergie, de l'eau potable partout. Ils ont travaillé pour construire des TGV et consorts. Paul Biya, lui, il a travaillé uniquement pour rester au pouvoir, pour détruire le Cameroun, pour confisquer le Cameroun, pour être, bien évidemment, ce que l'on appelle un roi qui régénère, juste un héritage. Un héritage qu'il n'a pas construit. Un pays qui lui a été légué et qu'il a enfoncé, défoncé. Et voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je vais prendre ce que ce monsieur a fait comme discours. Monsieur le Président du Sénat, nous voilà d'accord pour annoncer. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame le Procureur général près la dite Cour. Voilà les gens qui représentent le Cameroun. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, les parlementaires et chers collègues. Mais, chers invités, excellences, mesdames, ces gens ont eu leurs invitations quand? Les ambassadeurs ont reçu leur invitation quand? C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que ces gens ont été invités le premier, ils sont déjà disponibles le 2. Vous comprenez donc que le Cameroun n'est pas dirigé par Biya. Ça vient même de l'extérieur parce que Biya a vendu notre pays aux étrangers. Biya a vendu notre pays aux Occidentaux. On lui a dit de préparer la transition. Et c'est cette transition qui est dictée depuis l'étranger. Parce que si au moins on aurait vu les lettres d'invitation datant d'une semaine, un ambassadeur ne se met pas directement à la disposition de tel que tel, un jour, un 1er avril, et le lendemain, il doit déjà être là. Tout ce monde qu'on a aligné. Et ils étaient au courant. Ils sont partis fabriquer quelque chose dans un laboratoire sans consulter le peuple. Ils n'ont consulté que les Macron, les Trump, ou peut-être Trump et tout et tout. Ils n'ont consulté le régime Biya, n'a consulté que les gens à l'étranger. Et avec ça, vous allez dire que c'est un panafricaniste. Un panafricaniste, tu ne parviens pas déjà toi-même à consulter ton propre peuple. La dernière fois, elle parlait du dialogue qu'il est parti rendre compte à Macron. Vous croyez que pour modifier la constitution, Paul Biya peut se lever comme ça? Jamais. Paul Biya ne peut pas se lever et modifier la constitution. Je vous avais dit que toutes les modifications qui arrivaient, et même le gouvernement qui était bloqué, c'est parce que les partenaires occidentaux chez lesquels il prend de l'argent avaient dit on ne voit pas l'avenir, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Voilà donc votre président, le plus panafricaniste, qui ne parvient pas à consulter son propre peuple. Même en Guinée équatoriale, au Biangema, a quand même fait semblant. Même au Gabon, ils ont quand même fait semblant. Tu arrives après 43 ans. 43 ans. Tu invites les ambassadeurs étrangers pour changer ta constitution. Et ces ambassadeurs
ambassadeurs ne lui disent pas que... Mais depuis quand la constitution française n'a pas été changée? La constitution américaine et tout ça, ils sont là, ils regardent un monsieur qui a déjà changé la constitution depuis qu'il est là. Il a déjà changé 6 fois. Et là où il faut appliquer la constitution, il ne l'applique pas. Quelle est cette constitution où on vous dit que le député est l'élu du peuple? Maintenant, toi, tu désignes le député. Tu nommes le député. Et c'est ce député qui vient voter que toi-même, tu dois rester. Mais ce n'est pas possible. Que tu dois nommer tout le monde. Il n'y a même plus... Il était déjà hyper-président. Donc nous étions dans le régime de l'hyper-présidentialisme. Cette fois-ci, on tombe dans quel régime? C'est de la monarchie. Et les pays qui prétendent défendre la démocratie sont là, regardent et applaudissent. Tant que Paul Biya leur donne nos matières premières, tant que Paul Biya est capable de recevoir tous les Africains qui sont déportés et qu'on lui a versé un petit 30 millions de dollars, tant qu'il peut servir les intérêts des Occidentaux, on va laisser qu'il fasse tout ce qu'il veut. Ce n'est que le peuple camerounais qui peut se défendre. Si le peuple camerounais, comme les autres pays africains ont cherché leur souveraineté, ne se défend pas, vous êtes partis pour l'esclavage, encore qui sera plus dur, dur de chez dur. Vous avez vu comment ils ont commencé à vous arracher les terrains. Vous avez vu comment ils tirent à balles réelles. Vous avez vu comment ils prennent les enfants, ils jettent en prison. Vous avez vu comment ils mangent les petits enfants, les petites filles et tout et tout. Qu'est-ce que ces gens veulent donc modifier et qu'ils ont servi comme une bouillie que tout le monde doit donc seulement avaler? Article 1er. Dans ce congrès du Parlement, les dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi numéro 2008/01/0001 du 14 avril 2008 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit. Donc, voilà les gens qui, une constitution avait été faite, c'est-à-dire que Paul Biya avait trouvé une constitution où le peuple, même au Togo, on a consulté le peuple. Ahidjo avait consulté le peuple et on appelait Ahidjo pourtant le dictateur. Lui ne consulte pas le peuple. Et voilà ce qu'il décide. Article 5, nouveau, petit 1. Le président de la République est le chef de l'État. On le sait, non? Il fallait même mettre aussi chef des armées, chef de la justice, chef des droits de l'homme, chef des prisonniers, chef de ceci et cela, chef de l'opposition. Mais c'est ça Paul Biya, non? Vous mettez seulement chef de l'État. C'est petit 2. Élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Élu de la nation tout entière. Paul Biya peut être élu par quelle nation tout entière? Le 1 million et poussière qu'il dit qu'il a eu là, c'est 30 millions. Il est élu de la nation tout entière après avoir volé les voix de Issa Chiroma. Élu de la nation tout entière. Continuons. Il incarne l'unité nationale. L'unité nationale, hein? L'unité nationale. Dans un pays où il y a les Amazoniens, où ils ont leur État, quelle unité nationale? L'unité nationale dans un État où on dit rentrer chez vous. Dans un État où il a déjà créé les autochtones et les allogènes, où est l'unité nationale? C'est la division nationale. Petit A, il définit la politique de la nation. Quelqu'un qui ne fait même pas un conseil des ministres.
Il veille au respect de la Constitution. Voilà ça, non? Vous avez vu comment il respecte donc la Constitution, non? Il veille au respect de la Constitution. C'est-à-dire que Biya fait... Il veille au respect de la Constitution. Respect de la Constitution veut dire quoi? Il veille au respect de la Constitution. On vous dit que vous veillez à l'entrée de cette maison ou bien à l'intégrité de cette maison. Vous arrivez, vous déplacez les murs. Vous cassez le plafond, vous enlevez le toit. C'est ça, veiller au respect de cette maison. Mais vous êtes dans la destruction de la maison et vous dites que vous veillez au respect de la Constitution. Il prête serment, comme je vous ai dit. Il a prêté serment qu'il va veiller au respect de la Constitution. C'est comme, mais vous, si vous partiez vous marier, vous partez avec une femme devant le maire. C'est quel régime? Monogamique. On dit, le père de famille doit s'occuper des enfants et machin, tout et tout. On dit, tu as signé quoi? Régime monogamique. Comme femme de moi. Tu dis oui. Tu brandis l'acte de mariage. Hein? Le lendemain, tu dis que c'est le régime polygamique. Mais quelle est cette constitution que tu veilles à son intégrité, à son exécution, et tu es là pour sa manipulation? Que chaque fois, dès que tu te lèves comme ça, tu dis que, bon, ici là, on va changer, ce n'est plus 5 ans. Mais les mandats étaient de 5 ans quand Paul Biya arrive au pouvoir. Les mandats étaient de 5 ans. Il avait prêté serment que je ne fallerai point, je respecterai à tout choix. Il avait juré sur la Constitution. Moins d'un an après, Paul Biya avait déjà violé la Constitution. Moins d'un an. Moins d'un an. Il avait déjà violé la Constitution. On dit, on continue. Petit C assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il fait quel arbitrage? Vous le voyez même. Il fait les arbitrages dans ses propres camps là où on voit que Ngongo veut quitter Volayolo. Ou bien que Laurent Esso cherche à tacler les... Il veille à quel arbitrage? Il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. L'arbitre aveugle, l'arbitre dort. Petit D. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Indépendance qui? Nationale. Indépendance nationale. Pour quelqu'un qui est parti dire que il est le meilleur élève de la France. Petit toi. Il a d'abord dit les traités et accords internationaux. Quel accord international? Quel traité international Paul Biya accepte? Quel? Lequel? Il piétine toutes les lois internationales. Et maintenant on dit, petit toi. Il peut être assisté d'un vice-président. Mesdames et messieurs, voilà le danger. Ici, il faut faire attention. Il peut. Ce n'est pas qu'il doit ou il va. Il peut. C'est facultatif. Vous savez ce que ça veut dire?
que Paul Biya peut mourir, on vous cache. Il peut mourir sans nommer un vice-président, hein. On vous cache. Pendant 3 jours, 5 jours. Et après, un jour, comme ça s'est passé au Gabon, avec, bien évidemment, quand il fallait propulser Omar Bongo, Lengongo, Chantal Biya font un décret. On nomme qui ils veulent vice-président. 48 heures après, ils disent que Paul Biya a démissionné ou est mort. Voilà la dangerosité qu'il peut. Personne n'est au palais. Personne ne sait ce qui arrive à Paul Biya. On le voit parfois comme ça, et d'ailleurs, ils enterrent plein de gens là-bas. On ne sait même pas. On peut même fabriquer un sosie. Et vous avez déjà vu ces cachets-là. Tout le monde manipule tout ce qu'on veut autour de Paul Biya. Même les enfants, les bébés, vous avez vu les fumeurs de drogue, de chanvre, venir danser à côté de Paul Biya. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout de Paul Biya. Il peut. Voilà le piège. C'est-à-dire que ça reste à leur portée. Tout comme il peut enlever le vice-président. C'est-à-dire que le jour de sa mort, les gars là te sortent un décret que Paul Biya vient de signer, qu'il enlève le vice-président que lui-même il avait nommé. Et eux-mêmes ils nomment un autre vice-président. Est-ce que vous voyez le jeu? Parce que lui seul peut décider de destituer et de nommer. Ah, imaginez que Paul Biya meurt. Paul Biya perd la tête. Paul Biya est handicapé. Mais il met tel nom. On va lire à la radio que est relevé de ses fonctions de vice-président et tout, en remplacement de tel. Hop, ils mettent leur type. Qui va vérifier? Là-bas au palais, c'est les gens de Ngongo qui sont là-bas. Et ils vont s'entendre. Ils vont dire que bon, nous mettons tel et après, c'est tel qui vient. Voilà le vrai gré à gré. Il peut être assisté. Et comme je vous ai dit qu'il peut aussi le relever, sauf que vous ne savez pas comment il le relève. Vous ne pouvez rien vérifier. Article 6, nouveau, petit 1. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Ça, on a entendu ça depuis. Sauf que les suffrages universels, là, on sait que c'est... On a vu les PV, où sont-ils? Des LECAM et consorts. Le président de la République est nommé par LECAM. Ça aurait été mieux. Et à Tangandji, vous mettez directement Clément à Tangandji. Comme ça, c'était mieux. Un mandat de 7 ans. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Un mandat de 7 ans et il est rééligible. C'est-à-dire que là où est Paul Biya là, à 93 ans, il s'est dit que en 2032, s'il est toujours vivant, il sera élu et sera encore réélu. Et le réélu, ça veut dire que je ne comprends pas. Donc, tant qu'il est en vie, c'est ce que ça veut dire. Tant qu'il est en vie. C'est-à-dire que même s'il est en agonie, même s'il est dans le coma, on va vous imposer Paul Biya.
Toujours tous les 7 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas 5 ans comme vous allez voir ailleurs, les 4 ans, c'est 5 ans et tout et tout. Là où il y a les gars. Non, chez Paul Biya, un mandat c'est 7 ans. Et on attend. Et il peut même, il peut demander à l'Assemblée qu'elle sortez encore à la Constitution. Demander que le président peut proroger son mandat à 9 ans, voire 15 ans. Comme ça, comme il manque d'argent, on ne fait même plus d'élection. Quand ça arrive à 7 ans, on proroge à 3 ans, ça fait 10 ans. Un mandat, désormais, ça dure 15 ans. Mais qu'est-ce qui va empêcher Paul Biya de le faire? Petit 3. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Toujours lui, il sera en exercice. Petit 4. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute activité professionnelle. C'est bien ça. Sauf qu'on connaît les sociétés Paul Biya qui se sont retrouvées dans les trucs de papers, machin, tout ça. Bon, voilà, on y va. Petit 5. La durée des fonctions du vice-président ne peut excéder celle du mandat du président. Ça même, puisque c'est toi qui nommes. Donc, même au bout de 2 jours, lui, c'est fini. Voilà, au bout d'1 jour, c'est fini. Et quand toi-même tu es fini, on nomme un président, un vice-président qui, voilà. Petit 6. En cas de vacance de la présidence de la République, pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Yawa! Donc, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui va constater l'empêchement. Le président du Conseil constitutionnel, lui, ne marche presque plus. Hein. Lui n'entre pas à étudier. Lui ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Il va constater comment, il va prendre l'hélicoptère. Il n'y a pas un scénario, on va dire que les médecins, les ceci, cela, comment on va constater? Puisque actuellement, si on essaie de regarder le fonctionnement de l'État du Cameroun, cet État aujourd'hui prouve que la façon que tout est bloqué, que Paul Biya est invalide. Donc, s'il fallait constater, c'est maintenant qu'on aurait déjà constaté que Paul Biya est invalide. Paul Biya ne parvient pas à faire un remaniement. Paul Biya ne parvient pas à remodeler les institutions ou même le Conseil supérieur de la magistrature. Paul Biya ne parvient à rien faire. Il ne parvient même pas à assister aux réunions nationales ou internationales. Il ne réussit pas à organiser un conseil des ministres. Mais qu'est-ce qu'il va montrer? Il y a quoi au-dessus de ça? Si un président ne peut pas organiser une élection, un conseil des ministres, si et le pire, comme on dit, c'est que le vice-président achève le mandat. Papa. Donc, imaginez que Paul Biya, lui, il est élu. Pour un mandat de 7 ans. Un mois après, il démissionne. Il nomme Chantal Biya. Donc, Chantal Biya, au Franck Hertz, au Franck Biya, au Ngongo, au Vondayolo, qui n'ont jamais été élus, même chefs de classe, qui n'ont jamais été députés, qui n'ont jamais été conseillers municipaux. Les gars vont se taper un mandat de chef d'État. Plus que celui qui a battu campagne, a fait ceci, a fait cela. Peut-être même ils ne sont pas du RDPC. Pendant 6 ans et 11 mois, quelqu'un qui n'a pas été élu, quelqu'un qui sort de nulle part, c'est-à-dire que quelqu'un, Paul Biya, décide même dans une famille. Est-ce que ça se passe comme ça? C'est-à-dire que vous êtes
le père de famille. Et vous décidez que ce n'est que celui-ci qui va gérer pendant toute une vie. Les autres n'ont pas droit de cesser. Vous avez non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va vous dire que non. La loi ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas été élu. Paul Biya, qu'est-ce qu'il avait fait? En 1982, il est nommé par Aïdjo. 2 ans après, il avait organisé une élection pour être à peu près un président élu du peuple. Et d'ailleurs, il n'avait pas d'autre candidat. Il était seul. Donc, ça devait passer comme une lettre à la poste. Mais comment est-ce qu'on peut dire maintenant qu'à cette époque-là, le mandat était 5 ans? Aïdjo lui a dit, continue. Mais 2 ans après, Paul Biya a organisé une élection. Mais là, il vous dit que 7 ans, c'est le mandat. Il prend comme maintenant là. Donc, s'il veut, après la nomination du vice-président, il n'a même pas encore fait 1 an. Il dit, je démissionne. Et on est donc avec un président nommé par un président sortant. C'est quelle qualité de démocratie ça? Un président sortant nomme un président entrant. Qui doit rester là pendant 6-7 ans, plus que le mandat d'un président d'un pays qui est élu démocratiquement dans les pays normaux. Continuons. Petit 7. Si le président est à son tour empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République, 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Ça, c'est une hypothèse qui ne va pas exister. Que si le poste n'est pas pourvu. Je vous ai dit que le danger ici, c'est que dès qu'on saura que Paul Biya est inapte, ils vont mettre le vice-président au palais. Ils vont créer un décret. Parce qu'ici, il faut savoir que le risque qu'ils viennent d'éviter, c'était le président du Sénat, qui était la deuxième personnalité. C'est-à-dire que Paul Biya meurt. Le président du Sénat n'est pas au palais. Donc, directement, comment est-ce qu'on fait? Le président du Sénat peut être d'une tribu ou machin, comme ils ont peur actuellement. Ils doivent tout contrôler au palais. Avec les Chantal Biya. Donc, ils font comment? Le président du Sénat va d'abord exercer le pouvoir. Peut-être même sans avoir besoin d'entrer au palais d'étudier. Or, en créant le poste de vice-président, dès qu'ils voient que Biya, ils peuvent même seulement le brancher, on fait que l'appareil fasse tchouk alors que lui il est mort depuis. Comme on a fait avec Omar Bongo. Ils viennent tout simplement, après avoir signé le décret, allez, celui-là devient vice-président. Il finit donc le mandat calmement. Donc l'élection de ce qu'on vous dit là, 120 jours, 50 jours, eux qui disent déjà qu'il n'y a pas de l'argent. Que Paul Biya n'est pas là, et ils ne l'ont pas le vice-président, vous mentez. Puisque vous avez déjà vu Ngongo nous sortir les hautes instructions que même le chat, Laurent Essou, a commencé à dire moi je ne connais pas les hautes instructions. Même Samuel Eto'o, il a refusé les hautes instructions. Donc imaginez que Paul Biya n'est pas là. Vous allez vérifier ça comment? Vous allez dire comment que le décret, si ce n'est pas Paul Biya? Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus,
L'intérim du président de la République est exercé de plein droit par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau président. Et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat, ça ne va jamais arriver, il vous manque. Petit 9. Parce que si le président du Sénat l'apprend, cela veut dire quoi? Qui est président du Sénat? C'est les nordistes. Paul Biya a peur des nordistes. On vous manque. Il a juste pris le lamido du Rebouba comme un jouet, comme un pion, pour calmer ou pour diviser les nordistes. Paul Biya ne peut pas remettre directement le pouvoir à un nordiste parce qu'il sait qu'il a peur d'eux par rapport à ce qu'il a fait contre Aïdjo, par rapport à ce qu'il a fait contre les nordistes dont il a exterminé les familles, par rapport à ce qu'il vient de faire contre Issa Chiroma, dont il ne va pas accepter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et son entourage ne pourra pas. Neuf. Le président de la République par intérim ne peut modifier ni la constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Vous comprenez, non? Si vous modifiez déjà la composition du gouvernement, vous mettez vos éléments et tout et tout. Si vous dites que vous allez consulter, qui est votre, du gars du RDPC et tout, vous essayez à vous dire que, bon voilà, celui-ci, il veut nous déranger, il veut nous empêcher d'être, allez, on le dégage et tout et tout. Allez, c'est passé, comme une lettre à la poste. Tout a été prévu, tout est cadenassé. Il n'y a même pas un petit couloir qu'ils ont laissé. Que oui, si vous ne pouvez pas, voilà, le président par intérim, en cas de nécessité. Les voilà déjà qui ont commencé à vous dire que, oh, il n'y a pas l'argent. Ça, c'est une nécessité, mais ils n'ont pas réussi à organiser l'élection. Donc, imaginez, ils vont vous dire que, oh, maintenant, il y a eu ceci, il y a eu fuite des capitaux, il y a eu beaucoup d'Arabes qui sont en train de déranger, et il y a les Ambazoniens qui ont coupé la route. Mais ils ne vont jamais organiser. Article 7. Nouveau, petit 1. Le président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Petit 2. Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle. Donc, il prête serment devant le peuple qui ne l'a pas élu, qui ne l'a pas choisi. Mais c'est quelle histoire ça même? Mais vous avez été choisi par un président. Vous avez été nommé. Comment vous venez prêter serment devant quelqu'un qui ne vous a pas choisi? Le peuple ne vous a pas choisi. Vous prêtez serment devant quelqu'un. On ne peut prêter serment que devant celui qui vous a choisi. Celui qui vous a élu. Comment vous allez prêter serment devant ceux qui ne savent pas d'où vous venez? Le peuple là sera où? Ce sera dans un stade. Le président va prêter serment devant le peuple. Quel peuple? Dites-moi là où 30 millions de Camerounais seront réunis. Devant quel peuple? Mais le stade Paul Biya là peut contenir combien de gens? Donc si vous mettez 80 000 personnes au stade Paul Biya, ça ne représente même pas 1 million d'électeurs. C'est ça votre peuple. Hein? Ou bien le président sera dans chaque département, dans chaque commune. Expliquez-nous, hein, parce que ce que vous écrivez ici, là, moi, je ne comprends pas. Vous savez que moi, je suis une bête là. Mais vous avez dit que le président va pas prêter serment devant le peuple. Mais si vous dites
à quelqu'un qui va prêter serment devant tel, comme vous avez dit là, devant le président de l'Assemblée, devant le Parlement, c'est ça que vous avez dit. Mais là où vous dites là, devant le peuple, ce sera où? Dans la rue? Dans les villages? Il va prêter serment combien de fois? Mais, continuons. Le serment est reçu par le président de l'Assemblée nationale, qui est nommé par le président de la République, bien évidemment. Petit 3. Dans les cas visés à l'article 6, ci-dessus, le vice-président prête serment dès l'ouverture de la vacance, dans les termes et conditions précisés par la loi. Il entre en fonction dès sa prestation de serment. C'est-à-dire que le même jour qu'on vous dit que oh, Paul Biya, Chantal Biya a fermé ses yeux et tout, on dit que la vice-présidente nommée par Paul Biya ou bien Brenda Biya. Vous savez que, je vous ai dit que Brenda Biya peut être présidente, hein, parce que la qualité qu'elle parle là et tout, et elle est beaucoup suivie. Plus que Franck Biya. Franck Biya est trop moumou là. Mais Brenda Biya, c'est la star. Hein, vous ne voyez pas? Paul Biya avait dit que c'est le mandat des jeunes et des femmes. Brenda Biya est jeune. Et puis elle a en même temps femme-homme. C'est-à-dire qu'elle remplit tous les critères. Elle aime les hommes, elle aime les femmes. Elle est jeune, elle parle, elle est ceci. Mais attendez. Monsieur King Nasty, et vous avez vous-même entendu son nom. King Nasty, King, roi. C'est le roi Nasty. Donc moi j'ai regardé, quand j'ai regardé la constitution ci, j'ai dit, la constitution ci n'a pas été taillée à la mesure de King Nasty. Ce n'est pas sa toge ici, ce n'est pas sa taille ici. Parce que ce n'est pas par hasard que le premier fils de Biya a pris le nom de King Nasty. Nous voici, nous sommes dans la monarchie. Nous sommes dans le royaume biyaïste. Donc, après Biya, comme il nous a dit que c'est le mandat des femmes et des jeunes. Vous êtes en train de parler ceci, de parler cela. Je vous dis, c'est King Nasty qui est bien parti. King Nasty, parce que d'ailleurs, elle niasse. Et d'ailleurs, notre république, c'est la république du niasse. C'est ça. Donc, Brenda Biya, King Nasty, cette constitution-ci, en meuf, et vous savez qu'elle ne cache pas. King Nasty vous a dit non. Que mon père n'est plus président. N'est-ce pas que nous, on rigolait? King Nasty nous a dit, oh, mon père n'est plus président. Voici ça. Dès que King Nasty nous a révélé ça, voilà que ils veulent venir avec ceci, ils enlèvent. Ils veulent créer l'autre, ils enlèvent. Après, subitement, ils disent que créons le poste de vice-président. Parce que King Nasty va annoncer peut-être que son père est mort. On a dit avant que King Nasty annonce la mort, nous, on doit d'abord créer le poste de vice-président. Comme ça, on fait le coup d'état à King Nasty, qui est le vrai successeur de Paul Biya. Parce que ce n'est pas l'autre qui est comme un légume là. King Nasty. King Nasty vous a dit que tout le monde est contre lui. Lui ou elle. Donc, la constitution aussi, c'est pour dribbler King Nasty. Parce qu'un beau matin, il va se lever comme ça, il va dire que moi, vous dis, on veut, il a dit que je suis président. Et non, ma mère et ses amants ont enlevé mon nom. Oui.
Mon père est déjà dans la mort. On a même caché dans la glace là-bas. Ils ont construit la morgue là-bas. Et là, on vous dit n'importe quoi. Moi, je veux récupérer mon poste de président. Voilà. Avec King Nasty, on continue. Ça, c'est le poste de King Nasty. Parce que là, sa place est ici. Regardez bien ça. Sa place est ici. Article 10 nouveau. Petit 1. Le président de la République nomme le vice-président. Le premier ministre est sur proposition de ces derniers les autres membres du gouvernement. Depuis quand? Paul Biya nomme le premier ministre le même jour que les membres du gouvernement. Quelle proposition le premier ministre peut faire? N'importe quoi. Il fixe leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions. Il préside des conseils ministériels. Non, ce n'est pas Paul Biya qui a écrit ça. Paul Biya dit que le président préside le conseil ministériel, alors que lui-même sait qu'il n'a pas présidé un conseil ministériel depuis 10 ans, depuis 14 ans. Ce n'est pas Paul Biya qui a écrit ça. Il préside le conseil ministériel. Il pouvait même dire que il peut présider un conseil ministériel une fois par mandat. Là, j'allais dire que ça, c'est Paul Biya. Mais il préside des conseils ministériels. Il va faire comment? C'est maintenant qu'il va apprendre à présider des conseils ministériels, alors que dans l'ancienne constitution, il ne parvenait pas à présider les conseils ministériels. Bon, continuons. Petit 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président, au premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut déléguer à qui? Au vice-président, au premier ministre, qui devient ou troisième personnalité ou quoi là. Où est le SGPR? On ne voit plus Ngongo ici. Au SGPR, il est où? Ou bien comme ce sera lui qui sera directement vice-président. Attendons voir. Ou aux autres, aux responsables de l'administration de l'État, membres du gouvernement. Il n'y a pas SGPR ici. Bon, continuons. Petite fois. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le vice-président, le premier ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. Un autre membre du gouvernement, ça peut toujours être le SGPR, sauf qu'on ne sait pas si le SGPR va continuer à... Bon. Article 53, nouveau, petit 1. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison. C'est lui qui nomme la Haute Cour de justice. C'est lui qui est le chef des armées. Ouais, Paul Biya, c'est un comédien. Quelle Haute Cour de justice va dire que... haute trahison. Ouais. Le vice-président, le premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'État. Merde! C'est toujours la Cour de justice là. Elle se trouve où? Il faut me dire, qui est même le président de la Haute Cour de justice? Vous connaissez son nom? Ça existe. La Haute Cour de justice là, se trouve où? Bon, continuons. Petit 2.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres, les composants. Ouais, non. L'article 53 dit que c'est la haute cour de justice qui juge le président. Voilà. C'est la haute cour de justice qui juge le président. Hein. Maintenant, on dit que c'est qui juge le président. C'est le Sénat. Et que c'est le Sénat qui va décider. Ouais, que le président de la République ne peut être mis en accusation. Mais pour être mis en accusation, on vous dit que c'est maintenant le Sénat, le Sénat, l'Assemblée nationale, qui dépendent du président du RDPCL, et puis tout, vous le savez. Et il faut 4/5 des membres des composants. Qui va créer ça? Vous dites que c'est la haute cour de justice. Une justice est là. Et vous dites que non. La haute cour de justice doit vous juger parce que vous avez trahi. Haute trahison. Sauf que la haute cour de justice, nous-mêmes, on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Expliquez-moi seulement, parce que il faut même que moi-même, je négocie avec le président de la haute cour de justice. Mais sauf que, directement ici, on dit que la haute cour de justice, là, ne sert à rien. On vous dit que ce n'est que le Sénat et l'Assemblée nationale qui doivent maintenant aller encore voter au 4/5. 3. Les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité. On ne saurait engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. Les gars, mesdames et messieurs, l'affaire de la Madia a dépassé. J'ai dit à fin. Mais le gars est couvert par son mandat. C'est ce qu'il vous dit. Hein. Il a d'abord dit que c'est la haute cour de justice qui peut le juger. Il n'a pas dit que s'il est hors mandat ou que c'est... La haute cour de justice peut le juger pour haute trahison. Les députés, les sénateurs peuvent le mettre en accusation. Après, il vient vous dire que tout ça ne sert à rien parce que je suis couvert par l'immunité. On écrit cela, on dit que, en fin de compte, tout ça c'est le théâtre parce que vous ne pouvez jamais le juger parce qu'il est couvert par l'immunité. Et vous fusez tout, immunité. Et il prend 250 personnes, il met dans les fours crématoires, immunité. Il vole toute la République, il vend le pays, immunité. Il n'y a pas de haute trahison dans une immunité. C'est ça, il vous l'a dit, il vous dit qu'il est couvert par l'immunité. Faites comment? Là, ils ont seulement écrit des choses comme ça, ils ont dit remplissons et tout. Aïe, aïe, aïe. Petit 4. L'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute cour de justice sont déterminées par la loi. Quelle loi? On l'a saisit comment? On ne sait pas. Ah! Maman, là alors, laissez-moi me lever. Le serpent de mer. Ça, non, Paul Biya. Non, Paul Biya, je n'ai jamais vu un démagogue. Je n'ai jamais vu un menteur comme ça. Je n'ai jamais... C'est pas possible. Mais ce monsieur est malhonnête. Il vous parle de l'article 66, qui date de la Constitution de 96, qu'il n'a jamais promulgué, qu'il n'a jamais appliqué. Il revient avec ça. Mais c'est pas possible. Suivez. C'est pas possible. Non, Paul Biya, ça ne vaut pas la peine. Ce type, non. Article 66. Et ils mettent nouveau. L'article 66 c'est ancien, ça date de 96. Ils ont mis nouveau. Disons donc ce qui est nouveau dedans. Le président de la République, le vice-président
Le Premier ministre, les membres du gouvernement est assimilé. Le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président et les membres du bureau du Sénat. Les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif. Les secrétaires généraux des ministères est assimilé. Les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques. Tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Depuis 1996, depuis que Paul Biya est au pouvoir, il n'a jamais fait une déclaration de biens. Il revient avec l'article 66. Il n'a même pas changé de position. Hein, que pour peut-être dire que article 66, c'est la même chose qui est écrite. Qui est écrite dans la Constitution de 1996. Et c'est le même article qui est recopié. Mais Paul Biya n'a jamais fait ni son premier ministre, ni le secrétaire général, ni les membres du gouvernement, ni personne. Il n'a jamais promulgué cette loi depuis 1996. Vous voyez donc que les gens qui vous parlent de la nouvelle constitution, de ceci et cela, ils veulent rester ceci. Non! Tout ça là, c'est uniquement pour vous voiler les yeux. C'est de la poudre jetée aux yeux. Tout ça là ne peut pas être appliqué. Voilà. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. Un article où vous voyez des gens être milliardaires. Les fonctionnaires sont des milliardaires. Paul Biya est là. On te dit que voilà les gens du ministère des Finances qui ont réussi à créer un hôtel de 18 milliards. Les fonctionnaires. Un hôtel de 18 milliards en plein Yaoundé. Cet hôtel a ouvert. Des fonctionnaires du ministère des Finances et du Trésor. Un hôtel à 18 milliards. Ils touchaient combien? Ils n'ont jamais déclaré leurs biens. Lui, Paul Motaza a déclaré ses biens quand? Quel ministre a déclaré ses biens? Paul Biya, ses enfants, tout ça. Personne n'a jamais déclaré ses biens. Et il revient avec ça et dit que c'est nouveau. Donc Paul Biya croit que l'article 66 là est nouveau. Article 2. La présente loi sera enregistrée, publiée, suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. Mesdames et messieurs, dès qu'on finit d'écouter ça, Paul Biya, prends ta main. Garde ton pouvoir, ça ne sert plus à rien. Garde ça. La seule chose que le peuple aura à faire, c'est soit il se lève, soit alors il sera écrasé pour des siècles et des siècles. Là, ça n'a rien à voir avec une modification constitutionnelle. C'est tout simplement la mise en place d'une monarchie pure et dure. Le vice-président de la République, à quelle nécessité viendrait-il répondre? Une seule réponse, jouer le fusible. Bon. Le poste de vice-président de la République n'a ni voix au chapitre, ni aucun intérêt. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne répond à aucune préoccupation. Les Camerounais ont dit clairement au président de la République ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les Camerounais ont demandé au président de la République? Parce que j'ai l'impression que lui, il a oublié, ou les partisans du président de Dieu ont oublié. Ils ont dit au président de la République, Excellence, voici ce que nous voulons. 1. Amélioration des conditions de vie des populations. Qu'est-ce qu'on entend par amélioration des conditions de vie des populations? Ils ont dit que nous voulons atteindre notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut avoir cette capacité de produire en quantité et en qualité. Ce dont nous pouvons disposer et que nous pouvons manger Il ne faut pas le conseil. le kilo de macro, oui. Les Camerounais ont dit que le Cameroun doit atteindre un seuil d'électrification honorable pour permettre à la petite économie de marcher et impulser une industrialisation à l'échelle nationale. Afin que notre pays aussi soit positionné sur le pinacle des pays respectables en termes de taux
d'électrification. Alors nous attendons donc ces zones choisies pour accompagner le président dans la concrétisation. Les membres du gouvernement. Rien jusqu'alors. Et tout d'un coup, comme par enchantement, on nous parle d'un poste de vice-président de la République. Je rappelle que moi, je suis un républicain et les dispositions textuelles protègent et encadrent une vacance de pouvoir dans ce pays. En cas de vacance de pouvoir, le président du Sénat. Et moi, je vois un président du Sénat. Moi, je vois un président du Sénat. Moi, j'ai la même vision que le président de la République. Si vous ne voyez pas par cécité ou par mauvaise foi, moi, je vois un président au Sénat. Il y a un président au Sénat, il y a un président à l'Assemblée nationale. Parce que par le passé, nous avons voulu attirer l'attention de la plus haute autorité de ce pays sur la nécessité de procéder à un renouvellement de la classe politique. On nous avait taxé d'inexpérimentés, d'aigris ou de fauteurs de troubles. Finalement, nous avons donc décidé d'être en phase, j'étais déjà inquiet, d'être en phase avec le président de la République. Sans connaître lui. En phase. Il est qu'il est en phase avec le milliard. Alors, ce ne sera pas le président du de la Sénat. République, à quelle nécessité viendrait-il répondre? Une seule réponse, jouer le fusible. Mais maintenant, ce mode de désignation est problématique. Parce qu'aux États-Unis, c'est clair. Aux États-Unis, le vice-président de la République est par ailleurs président du Sénat. Le vice-président américain est président du Sénat. Donc, en cas de vacance du pouvoir, il assume la continuité de l'exercice. En Côte d'Ivoire, le vice-président qui a été nommé récemment, M. Tchimoko Kone, Là-bas, il est nommé. Là-bas, il est nommé. Et il est le successeur constitutionnel. Mais au Cameroun, donc. Au Gabon, il y a un vice-président. Au Cameroun, il y a un vice-président. Je crois qu'il y a un vice-gouverneur. Je crois que c'est revenu. La technique. En Côte d'Ivoire, le jumeau de M. Paul Biya. Ah, c'est la même chose. Qui est le jumeau? Ouattara, le jumeau de Paul Biya. Ouattara change de constitution chaque année. Alors, ici donc, se pose un problème clair. Avions-nous besoin de cela? Non, puisqu'on a un président fraîchement élu. Un président... Bref, on fait comme si finalement la vie des Camerounais ne comptait plus. Mais j'ai envie de dire au RDPC, soyez courageux, assumez votre envie de transformer le Cameroun en une monarchie despotique. Le président peut faire en sorte que les conseillers municipaux ou même le maire, tout soient nommés. Faites-le qu'on soit nommé. N'embêtez pas les Camerounais avec des élections puisque vous avez peur d'y aller. Nommons les maires, nommons les 25, 31, 41 jusqu'à 61 conseillers municipaux dans chaque commune du Cameroun. On facilitera le travail puisqu'on dit que c'est cher d'organiser les élections. Ça coûte cher. Le décret que le président prendra pour nommer tous ces gens-là coûtera certainement moins cher aux Camerounais. La République, c'est respecter le minimum de lois, de règles qu'on s'est fixées. Quand on dit à un jeune à qui qu'on jette en cellule en disant défaut de CNI, jura lex, sed lex, la loi est due, mais c'est la loi. On ne s'applique pas ça à soi, membre du gouvernement. La loi est due, mais je dois faire en sorte qu'on respecte ce que dit la loi, c'est-à-dire organiser, renouveler le mandat des députés, des conseillers municipaux tous les 5 ans. À chaque fois, depuis 2007, on trouve des raisons pour expliquer pourquoi on doit prolonger. Pourquoi, finalement, vous voulez que les Camerounais et les Camerounaises considèrent encore que cela est important d'appartenir à ce collectif républicain? Donc, j'invoque encore et j'espère que les Camerounais, pour ceux qui nous regardent, je suis conscient que c'est difficile. C'est difficile de rester, de garder quelque part un peu d'espoir dans un pays qui fonctionne comme ça. Mais j'en appelle vraiment à votre dernière énergie pour dire que ce qui se passe là, c'est votre avenir et même votre présent qui est en train d'être chamboulé. Votre avenir, voilà ça sur cet écran noir. Pas d'espoir derrière. Et tant que vous êtes dans des buvettes, tous les soirs, tant que vous faites uniquement les clashs sur des réseaux sociaux, sur Imra, tant que vous êtes sur vos motos et vous partez
manger de la viande pimentée avec de la bière, tant que vous êtes en train d'attendre les libérateurs qui viendront de la diaspora ou encore des hommes politiques qui descendront du ciel, sachez que ce qui se joue maintenant vous mettra dans la tombe. Vous serez réduits à vous entremanger comme des cannibales. Vous serez obligés à aller fouiller dans des poubelles. Vous serez attachés comme des bêtes. Vous serez traînés avec vos enfants que vous vendrez et que vous allez voir comment ils abusent d'eux ou d'elles. Tant que vous attendez voir vos enfants grandir, avec eux, vous allez pourrir. Pas d'avenir. Votre constitution est entre leurs mains. Votre avenir est entre leurs mains. Votre vie est confisquée entre leurs mains. L'esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara.